L'enseignement, un métier noble, très respecté, eh bien, c'est un secteur indispensable au développement, la formation et surtout la préparation de la relève. Mais au Bénin, eh bien, ce métier reste-t-il, ou garde-t-il toujours sa noblesse au regard des conditions difficiles de vie, de traitement des enseignants dans ces conditions? Que dire de la qualité de l'enseignement? Comme nous savons qu'au Bénin, et bien sûr, l'enseignement a réussi à former les cadres, à donner les compétences au pays. Rappelez-vous, le Bénin qualifié en tant de quartier latin de l'Afrique. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut toujours être fier de la qualité de l'enseignement que nous avons? Et ajouter maintenant au contexte actuel de Covid-19, et le thème a été donc, et bien sûr, l'objet de réflexion hier lors de la 28e édition de la Journée mondiale de l'enseignement, donc au Bénin par exemple, enseignement de qualité, dans le contexte de Covid-19, les défis, et bien sûr pour les enseignants. Nous allons en parler aujourd'hui avec un cadre du monde des enseignants, Alessandra Adjina. Il est enseignant du secondaire, syndicaliste et un président donc de la Commission nationale des jeunes de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin. Il est avec nous dans nos locaux. Monsieur Alessandra Adjina, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, hier, vous étiez, on peut le dire ainsi, en fait, quand on parle de la fête des enseignants, ce n'est pas que de la réjouissance, mais c'est beaucoup plus la réflexion. En tant qu'enseignant, comment avez-vous vécu cette journée du 5 octobre? Merci, monsieur le journaliste. Avant tout propos, je voudrais d'abord et avant tout rendre hommage à tous les enseignants qui nous ont quittés au cours de l'année scolaire 2020-2021 et saluer leur mémoire. Je voudrais également féliciter et encourager tous les collègues enseignants et du monde entier en général et du Bénin en particulier. Très bien. Le 5 octobre, oui, c'est une journée de réflexion et nous ne l'avons pas vécu autrement. Nous ne l'avons pas vécu autrement parce que cette célébration n'est pas organisée de manière à ce que tous les enseignants de nos différents départements soient impliqués, qu'ils se retrouvent, qu'ils réfléchissent à leurs conditions de vie et de travail. Ce n'est pas organisé de cette façon-là. C'est Parakou qui a abrité les manifestations officielles et ça s'arrête là. Dans les autres départements, il n'y a rien eu. Donc, c'est déjà pour dire que nous autres responsables syndicaux à des niveaux donnés, nous devons réfléchir à comment repenser cette commémoration les années à venir. Et quelle organisation type vous auriez proposé? Bon, je crois que lorsqu'on parle de journée mondiale de l'enseignant, on doit sentir cela et pour qu'on sente cela, il est normal que tous les enseignants soient impliqués et dans cette célébration-là. Et cette implication passe par l'organisation de cette journée dans les différents départements. Et là, ça va réunir toutes les catégories d'enseignants. Ils vont se retrouver et réfléchir sur leurs conditions de vie et de travail. C'est vrai, de façon éparse, certaines catégories d'enseignants se sont retrouvées, se sont organisées pour réfléchir par rapport à cette journée, mais ce n'est pas encore ce que cela devrait être. Très bien. Alors, Alessandra Adjina, alors pour entrer maintenant dans le vif du sujet, on parle de l'enseignement de qualité dans le contexte de la Covid-19, les défis pour donc, les enseignants. Mais en attendant, quelle appréciation faites-vous de la qualité de l'enseignement au Bénin? Merci. Et avant de répondre à cette question, je m'en vais revenir sur quelques portions du message du ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Alors, je crois qu'il est prévu quand même qu'on puisse avoir donc
Un extrait du ministre aussi dans cette émission. Alors, donc, comme vous l'aurez souhaité, alors, si la réalisation est prête, on peut suivre un extrait donc, du ministre Kouaro, message du ministre à l'endroit des anciens, bien entendu, à l'occasion donc, de cette 28e journée mondiale des enseignants. En cette journée de reconnaissance, nous fêterons les enseignants de tous les ordres, de tous les continents, de tous les pays, des villes et des villages. Et nous les remercions pour les efforts qu'ils déploient sans relâche, souvent dans des conditions difficiles. Le Bénin, en sacrifiant une fois encore à cette tradition, commémorera ainsi la 28e édition de cette journée. Après Abomey, en 2020, c'est au tour de la ville de Koboro, Parakou, d'abriter les manifestations officielles marquant la 28e édition. Cette opportunité que l'État béninois se donne chaque année à travers les 3 ministères en charge de l'éducation permet d'attirer l'attention de l'opinion nationale sur la place et le rôle primordial de l'enseignant dans notre société. En effet, qu'il soit instituteur, enseignant du secondaire ou du supérieur, il est l'un des principaux acteurs de développement car il fait cultiver chez l'apprenant des valeurs fondamentales telles que le vivre ensemble, le travail, la paix, la tolérance, l'égalité, le respect, etc. De même, au travers de cette célébration, le gouvernement du président Patrice Talon entend réaffirmer sa volonté farouche de s'attaquer aux problèmes qui minent les conditions de vie de l'enseignant en général, mais surtout les problèmes qui minent sa carrière professionnelle en particulier. Il s'agit d'œuvrer à disposer d'un personnel motivé, performant et capable de contribuer à la réalisation de notre objectif commun, une éducation de qualité pour tous les enseignants et tous les enfants. Chers enseignants, le thème international de cette année, les enseignants, enseignantes, au cœur de la relance de l'éducation, retenu par l'International de l'éducation en collaboration avec l'UNESCO, nous appelle à continuer à investir pour un type de personnel afin de disposer des enseignants de qualité et des infrastructures adéquates pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. En revanche, au Bénin, le thème retenu cette année est enseignement de qualité dans le contexte de la COVID-19, un défi pour les enseignants. Ceci appelle de notre part une vigilance plus accrue face à la propagation de cette pandémie. Aussi, voudrais-je engager tous les enseignants des 3 ordres à s'impliquer avec enthousiasme et détermination dans la mise en œuvre des mesures sanitaires prescrites par le gouvernement. Cet engagement attendu de leur part est déterminant pour toute la nation dans la mesure où il permet de capitaliser notre avancée sur la gestion de l'école béninoise par ces temps de la COVID-19. En effet, il n'est pas superflu de rappeler à nos concitoyens que grâce à notre discipline collective et à la capacité managériale du gouvernement, nous avons réussi à faire traverser la tempête de la pandémie sans drastiquement fermer les classes et sans faire perdre l'année scolaire à nos apprenants. Le gouvernement, par ma voix, réitère aux enseignants qu'ils restent et demeurent à l'avant-garde de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 en milieu scolaire. Mesdames et messieurs, nous convenons tous que 28 ans après, il n'est point de doute sur la pertinence de la célébration d'une telle journée. La profession d'enseignant doit pouvoir rivaliser avec les autres professions pour attirer à elle des personnes douées et motivées. C'est dans cette optique que le gouvernement de la République du Bénin s'emploie à offrir les meilleures conditions aux enseignants des 3 ordres d'enseignement. Les réformes qui sont en cours ne visent qu'une meilleure gouvernance du secteur de l'éducation et la professionnalisation de l'enseignement au Bénin. Ainsi, la mise en œuvre de la stratégie de l'EFTP et la mise en place des outils d'une bonne gestion du système éducatif retiennent plus particulièrement l'attention du gouvernement et seront plus visibles à compter de cette année. Alors, M. Alessandro Adina, nous venons de suivre le ministre Kouaro, des enseignements maternels, des enseignements secondaires, formation technique, la formation professionnelle, et qui est donc est revenu d'ailleurs donc sur bien sûr quelques aspects essentiels du secteur de la vie de l'enseignant.
Il a d'abord donc félicité les enseignants pour donc le travail abattu. Le ministre a insisté maintenant sur donc les défis, ce qu'on attend des enseignants, surtout dans ce contexte de Covid-19, leur responsabilité dans la lutte contre donc Covid-19, donc à travers donc le respect des gestes barrières et tout ce que les enseignants peuvent donc faire chacun à son niveau donc pour la lutte contre la Covid-19. Il a parlé surtout des conditions de vie et de travail parce que sans pas d'enseignement de qualité, sans enseignants de qualité, le gouvernement en est conscient. Il a rappelé un peu donc les efforts du gouvernement donc pour améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants, donc améliorer également la gouvernance dans le secteur de l'éducation, une meilleure gouvernance dans le secteur de l'éducation. Le ministre Kouaro l'a dit tout à l'heure. Alors, quelles sont vos réactions après donc l'extrait, ce message du ministre? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais remercier monsieur le ministre pour son message. Un message qui dit l'essentiel, un message qui apaise parce que il a reconnu les efforts que les enseignants fournissent malgré leurs conditions de vie et de travail difficiles. Donc, c'est très important. Et en dehors de cela, monsieur le ministre a insisté sur la volonté du gouvernement du Bénin de s'attaquer aux problèmes qui minent, je le cite, qui minent les conditions de vie de l'enseignant en général, mais surtout les problèmes qui minent sa carrière professionnelle en particulier. C'est très important parce que lorsque nous prenons d'abord la constitution de notre pays, l'éducation est considérée comme étant le socle du développement. Et lorsqu'on laisse la constitution et qu'on en arrive à la loi portant orientation de l'éducation nationale en République du Bénin, il est dit que l'éducation, c'est d'ailleurs l'article 1er de cette loi-là, la loi 2003-17 du 11 novembre 2003, rectifiée par la loi 2005-33 du 6 octobre 2005, si mes souvenirs sont bons. L'article 1er dispose que l'éducation reste et demeure la première priorité nationale. Et à ce titre, il est normal que le gouvernement s'évertue à améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants. Mais entre le discours et les faits, il y a un grand fossé. Nous entendons le discours s'évertuer à améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants. Et il y a un engagement du candidat Patrice Talon, devenu président de la République, que moi j'ai l'habitude de rappeler souvent. Il a promis rendre le métier d'enseignant attractif. Mais dans les faits, qu'est-ce que nous constatons? Qu'est-ce que vous constatez? Oui, nous constatons que, en réalité, les conditions de vie et de travail des enseignants ne sont pas améliorées. Les conditions se dégradent davantage. Et je voudrais commencer par la situation des enseignants qu'on appelle aspirants au métier de l'enseignement, des pré-insérés. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? C'est vrai, on est passé de la vacation à la pré-insertion. Et c'est ce que nous appelons une sorte de sédentarisation. Ces enseignants-là, au lieu d'avoir 9 heures dans 3 collèges publics, ils ont 18 heures, 20 heures en fonction de leur diplôme. Ça, c'est une mesure qui permet à ces enseignants-là d'éviter de prendre des risques. Est-ce que vous voyez? Mais après une année d'expérience de la pré-insertion, qu'est-ce que nous avons constaté? L'année suivante, c'est-à-dire l'année scolaire écoulée, le gouvernement a décidé d'esclavagiser les enseignants. Ça veut dire quoi? Oui, c'est-à-dire... Sont-ils devenus des esclaves, c'est ça? Oui, ils sont devenus des esclaves parce que le travail auquel on les soumet est devenu déshumanisant. C'est déshumanisant parce que le gouvernement n'a pas amélioré
leurs conditions de vie et de travail. Parce que lorsqu'on prend les profils et les salaires payés, je crois que cela ne représente rien face à la cherté de la vie que nous traversons, face à la pression fiscale. Mais non seulement le gouvernement n'a pas cru devoir améliorer les salaires, mais le gouvernement, en violation de l'arrêté portant charge horaire hebdomadaire, parce qu'il y a un arrêté qui définit le quota horaire hebdomadaire de chaque enseignant. Lorsque vous prenez l'enseignant qui est professeur adjoint ou élève professeur adjoint, il exécute 20 heures par semaine. Le professeur certifié ou l'élève professeur certifié exécute 18 heures par semaine. Et il y a déjà une discrimination au niveau des préinsérés. Je ne sais pas si ce sont des préinsérés, mais déjà au niveau de cet arrêté, on a augmenté 2 heures à chaque niveau. Le préinséré qui est professeur adjoint ou élève professeur adjoint exécute 22 heures. Lorsqu'il est élève professeur certifié ou professeur certifié, il exécute 20 heures. Et tout ce que je dis là, c'est contenu dans cet arrêté. Mais en violation de cet arrêté, et pour dégrader davantage, pour esclavagiser les enseignants préinsérés, mais le gouvernement a porté leur quota horaire hebdomadaire à 28-30 heures par semaine. Il y a un arrêté qui le stipule? Non, mais cela s'est fait de façon arbitraire et unilatérale. Jusqu'à l'heure où nous vous parlons, il n'y a aucun... L'arrêté portant charge horaire hebdomadaire Mais des pourquoi vous dites enseignants que du c'est le secondaire... gouvernement qui porte cela à 28 heures si il n'y a pas un arrêté qui le stipule? Mais le gouvernement a pris la décision en violant l'arrêté. L'arrêté existe, mais le gouvernement n'a pas respecté l'arrêté. Il faut rappeler que quand cette situation est intervenue, les secrétaires généraux des confédérations et centrales syndicales ont réagi. Il y a eu des rencontres avec les ministres du secteur de l'éducation et même le ministre du développement, Abdoulaye Biotchane, qui est le président de la commission permanente de négociation. Et il y a même eu une rencontre avec le chef de l'État lui-même, avec les représentants des préinsérés. Et le chef de l'État a dit, mais si on peut y aller avec 18 heures, 20 heures, qu'on y aille. Mais le chef de l'État a dit ça, mais c'est le contraire qu'on a remarqué sur le terrain. Donc, on laisse l'arrêté ministériel qui définit le quota horaire hebdomadaire de chaque enseignant de côté et on se permet de leur attribuer 28 heures, 30 heures. On l'a fait au titre de l'année scolaire 2020-2021 et on réitère également cela au titre de l'année scolaire 2021-2022. Mais dans ces conditions, on ne peut pas avoir un enseignement de qualité. Et l'autre mal, c'est la bivalence. Mais les enseignants qualifiés existent dans les différentes disciplines. Mais on se permet de confier l'enseignement de 2 disciplines à un enseignant qui a été formé. Un enseignant qui a été formé pour enseigner les SVT devient professeur de mathématiques. Un enseignant qui a été formé pour enseigner l'espagnol, l'allemand, l'anglais devient professeur de français. Moi, je suis professeur de français, mais j'ai pris par le département des lettres modernes pour être professeur de français. En principe, vous devez avoir fait les lettres modernes ou le département des sciences du langage et de la communication qu'on appelle linguistique. Donc, en attribuant les 30 heures à ces enseignants-là, on est en train de les fatiguer et beaucoup d'entre eux meurent parce que lorsque l'enseignant exécute 18 heures, 20 heures, mais il y a un travail qu'il fait à la maison d'abord. Les fiches sont préparées, les évaluations sont préparées. Et lorsqu'il y a évaluation, ces évaluations-là sont corrigées et les responsables administratifs fixent un délai pour que les enseignants rendent les copies. Mais lorsque vous prenez un enseignant qui enseigne le français, ma discipline, où nous avons 2 sous-disciplines, 2 matières, la lecture et la communication écrite. Avec nos effectifs pléthoriques, il a 30 heures. Ça lui fait 5 classes. Il a 60 apprenants dans sa classe, par exemple. Et il doit les évaluer en lecture et en communication écrite.
lorsqu'il doit faire au moins 2 interrogations pour avoir la moyenne des interrogations, ça lui fait 120 copies en lecture, 120 copies en communication écrite, fois 2, ça fait 240 copies, fois 5. Il faut voir, il va craquer, il ne peut pas donner un enseignement de qualité. Donc, le gouvernement tient un discours, mais pose des actes contraires à ce discours-là. Lorsque j'en arrive, parce qu'on a parlé de la qualité de l'enseignement, et le ministre a dit que le gouvernement va s'attaquer surtout aux problèmes qui minent la carrière professionnelle de l'enseignant en particulier. J'ai fini de parler des préinsérés. Le salaire n'est pas bon. On leur attribue 30 heures en violation de toute norme en la matière. Là, on ne peut pas s'attendre à ce que ceux-là donnent un enseignement de qualité. Voilà. C'est ça. Et il faut dire aussi que le gouvernement a les moyens, puisque l'éducation reste et demeure la première priorité nationale. Le gouvernement a les moyens de leur payer au moins 12 mois sur 12. Mais malgré tout ce que nous avons dit, tout ce que les secrétaires généraux, surtout le camarade Noé Chadari, secrétaire général de la COSI Bénin, a eu à dire lors des négociations, de la première session des négociations gouvernement central au titre de cette année. Mais le gouvernement a maintenu le statu quo par rapport à la situation de ces préinsérés. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire qu'on n'a pas réduit le quota horaire hebdomadaire pour respecter les tests, on n'a pas augmenté le salaire et on n'a pas cru devoir leur payer 12 mois sur 12. Donc, lorsque j'en arrive maintenant... Il faut fossé entre les discours et les actes. Et les actes. À ce niveau. Oui, lorsque j'en arrive quand on prend le cas des enseignants, aux agents de l'État, les agents de l'État. Le ministre a parlé des enseignants de qualité. Mais pour que nous ayons des enseignants de qualité, performants, des enseignants performants, il a dit des enseignants de qualité, parce qu'il a parlé d'un personnel motivé. Le personnel est complètement démotivé. Ça, je l'ai démontré. Enseignants de qualité. Mais il faut la formation. Je dois vous dire que il y a des enseignants qui ont été recrutés en 2008 et qu'on a envoyés en formation en 2011. Jusqu'à l'heure où nous vous parlons, cette formation n'a pas pris fin. 2011 à maintenant, ça fait 10 ans. 2011 à 2021, ça fait 10 ans. Si bien que dans les différentes écoles normales, il y a des problèmes d'attestation de diplôme qui ne sont pas encore réglés. Il y a des problèmes de décision d'admission définitive qui ne sont pas réglés. Ce sont des actes administratifs. Il y a les formations qui ne sont pas terminées. En dehors de cela, depuis 2017, il y a des enseignants qui ont fini même la formation. J'ai parlé tantôt de ceux qui n'ont pas fini, mais il y en a qui ont fini cette formation. Mais qui ont des problèmes d'arrêté de mise en formation. Parce que pour se faire reclasser, il faut avoir l'arrêté de mise en formation. C'est une pièce maîtresse. Depuis 2016-2017, ces enseignants-là attendent ces arrêtés de mise en formation. Mais jusque-là, les arrêtés ne sont... Mais seuls les ministres concernés ou le gouvernement peuvent répondre à cette question. Nous ne comprenons pas. Si bien que les intéressés gagnent le même salaire depuis 2008 qu'ils ont été recrutés. Mais dans ces conditions, ils ne peuvent pas améliorer l'offre éducative parce que lorsque l'enseignant n'est pas formé, il ne peut pas donner une bonne prestation. Toujours parlant de la formation, il y a des enseignants qui ont été formés pour le niveau 1, qui ont obtenu soit le brevet d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire ou bien de l'enseignement technique, BAPES, BAPET. Il y en a qui ont été recrutés en 2000. Ils ont déjà fait le niveau 1, BAPES, BAPET. Il y en a qui ont été recrutés en 2001, 2008, 2009. Mais
le gouvernement n'a pas cru devoir les retourner en formation pour qu'ils obtiennent le CAPES, c'est-à-dire le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement technique. Mais dans le même temps, on leur confie des classes de second cycle. Mais quelle est la qualité que l'on souhaite avoir par rapport à l'offre éducative? Lorsque je prends les enseignants recrutés en 2014 et en 2016, il a été question de leur mise en formation, la formation initiale. Jusqu'à l'heure où nous vous parlons, leurs arrêtés de mise en formation ont été promis, mais ces arrêtés ne sont pas disponibles jusqu'à ce jour et on ne les a pas envoyés en formation. Mais dans ces conditions, quelle offre éducative de qualité peut-on avoir? On a parlé de motivation, mais il y a un décret portant statut particulier des enseignants, de la maternelle, du primaire, du secondaire. Mais motivation, je voudrais faire également un clin d'œil à l'enseignement supérieur. Mais les reclassements aujourd'hui, des décrets ont été pris et on ne permet plus à l'enseignant d'être reclassé. On parle d'ouverture de postes, si bien que au niveau de l'enseignement supérieur, vous pouvez être docteur, accéder au grade de maître assistant si le gouvernement n'ouvre pas de poste dans votre filière ou bien dans votre faculté ou bien dans votre domaine, mais on ne peut pas vous reclasser parce que le gouvernement dit je n'ai pas encore besoin d'un tel profil dans cette filière-là. Si bien que les enseignants du supérieur ont les grades. Il peut quitter l'étape de maître assistant et devenir maître de conférence. Il n'est pas reclassé automatiquement, comme par le passé. Il peut quitter l'étape de maître de conférence et devenir professeur titulaire. Le gouvernement dit, c'est moi qui vais d'abord ouvrir de postes de professeur titulaire dans cette filière avant qu'on ne reclasse ceux qui ont obtenu des grades supérieurs. Mais dans ces conditions, les enseignants ne peuvent pas être motivés. Les conditions de vie. Mais dans les écoles, lycées, collèges, les infrastructures n'existent pas. On a parlé d'infrastructures adéquates. C'est vrai, il y a des efforts qui sont en train d'être faits, mais ce n'est pas encore ça. Ces efforts-là doivent être poursuivis. Si bien que un arrêté est pris pour réglementer les effectifs dans les lycées, collèges. Mais à tous les niveaux presque, les dispositions prévues dans cet arrêté sont violées parce que les chefs d'établissement disent, voilà, les apprenants sont là, nous devons pouvoir les inscrire. Si bien que les effectifs sont pléthoriques parce que les salles de classe n'existent pas. Donc, l'effort qui est fait dans ce domaine-là doit être poursuivi parce que vraiment, il n'y a pas d'infrastructure d'accueil. Mais aujourd'hui, ça nous surprend beaucoup, cette déclaration et ces explications, parce que l'impression que nous avons eue, en tout cas, c'est que de 2016 jusqu'à maintenant, il y a moins de mouvements de grève, parce que quand il y a des mouvements de débrayage qu'on sent que les enseignants ont des problèmes. Alors aujourd'hui, c'est comme si tout était rose dans certains. Ça nous surprend parce qu'il y a même de vos pairs qui tiennent un autre discours carrément par rapport donc, à tout ce que vous dites aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas un discours de médecin après la mort que vous tenez ici? Non, vous savez, et nous autres, nous avons toujours dénoncé ce qui se passe et nous avons toujours fait des propositions pour que la qualité du système éducatif de notre pays soit amélioré. C'est pour la première fois que nous avons l'occasion de venir sur votre chaîne de radio, de télévision, pour nous exprimer. Nous nous sommes toujours exprimés via les autres chaînes. Quand ils nous appellent, nous nous exprimons. Et il faut dire que lorsqu'un gouvernement a voté, parce que lors des négociations, le secrétaire général de la COSI Bénin, d'abord dans les cahiers de doléances, a posé tous les problèmes liés au secteur de l'éducation et a demandé qu'il y ait une relecture de la loi sur la grève et également une relecture de la loi portant statut général de la fonction publique, parce que la loi
18-34, je crois, du 5 octobre 2018, modifiant et complétant la loi 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève, a réduit les marges de manœuvre. Donc, pour aller, lorsque vous avez 2 jours de grève par mois, et 6 jours pour le semestre et 10 jours pour toute l'année, pour aller en grève, vous devez d'abord vous préparer. Donc, s'il n'y a plus de grève, c'est parce que le gouvernement a voté cette loi-là pour restreindre les libertés et l'exercice du droit syndical, en violation même des conventions de l'OIT que notre pays a ratifiées, les conventions 87 et 98. Elles se voient. Donc, ce n'est pas parce que tout est rose qu'il n'y a plus de grève, mais c'est à cause des lois qui ont été votées. Et pour aller en grève, nous devons bien nous préparer. C'est de ça qu'il s'agit. Et dans le même temps où on a voté des lois pour restreindre les libertés syndicales, on n'a pas cru devoir régler les problèmes. S'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait pas eu de manifestation de mécontentement. Mais on restreint la liberté syndicale et on ne règle pas les problèmes. C'est un paradoxe, elle se voit. Donc tout n'est pas rose. Au contraire, la situation s'aggrave davantage. Donc pas d'enseignement de qualité. En tout cas, c'est ce pas que nous d'enseignement de qualité sans enseignant de qualité. Pas d'enseignement de qualité sans enseignant de qualité. Vous exhortez le gouvernement à faire davantage. Le gouvernement doit traduire les discours qu'il tient dans les actes. Très bien. Alors maintenant, par rapport à la COVID-19, le gouvernement a donc recommandé la vaccination, bien entendu, au personnel enseignant. Et surtout, quels sont ces nouveaux défis aujourd'hui? Parce que le monde s'adapte, c'est une réalité, la COVID, et le monde s'adapte. Aujourd'hui, quel enseignant type devait-on avoir dans ces contextes-là? Voilà. Merci. Vous avez dit que le gouvernement a recommandé la vaccination. C'est une recommandation. Et nous avons, la COSI Bénin, à travers son secrétaire général, le camarade Noël Chadaré, a fait une déclaration pour condamner fermement l'imposition de la vaccination au personnel du secteur de la santé. Parce que c'est en violation de la loi. Parlons des enseignants. Oui, laissons le personnel. Voilà. Oui, parce que non, nous sommes syndicalistes et nous ne sommes pas censés défendre seulement la corporation qui est la nôtre. Pour le moment, parlons Donc des cette enseignants. imposition n'est pas une bonne chose. Mais par rapport aux enseignants, on l'a recommandé. Mais ce qui est primordial, c'est le respect des gestes barrières, ce que nous faisons. Parce que l'enseignant n'est pas seulement celui-là qui dispense le savoir-faire, mais l'enseignant est un éducateur. Et depuis que cette pandémie a commencé à sévir, nous avons toujours sensibilisé les apprenants, nous avons toujours donné le bon exemple en portant nos masques. Et c'est lorsque nous sentons le besoin de descendre un peu le masque pour nous adresser à nos apprenants afin qu'ils nous entendent que nous descendons le masque. Et lorsque nous entrons dans nos salles de classe, nous exigeons que tous les apprenants portent le masque. Mais ce qu'on n'arrive pas à respecter et que le gouvernement même est conscient de cela, c'est la distanciation sociale. Parce que nous avons dit, les infrastructures n'existent pas. Ça veut dire que les effectifs sont pléthoriques. Dans les salles de classe, les apprenants s'asseyent à 3, parfois à 4, parce qu'il n'y a pas aussi les mobiliers. Dans les écoles primaires, c'est pareil. Il y a des milieux reculés où les apprenants s'asseyent à même le sol. Elles se voient. Donc, il n'est pas possible que la distanciation sociale de 1 mètre entre personnes soit respectée. Mais nous faisons avec. Elles se voient. Nous faisons avec et nous privilégions le lavage des mains, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, le port de masque. Et je crois que nous avons ce devoir-là de sensibiliser nos apprenants, de veiller à ce que les gestes barrières que nous avons la possibilité de respecter en milieu scolaire soient respectés. Et c'est ce que nous faisons. Elles se voient. Donc, par rapport à la vaccination, ce n'est pas ça. Parce que le gouvernement même reconnaît que l'on soit vacciné ou non, on peut contracter la maladie. Mais on a constaté que
des gens ont été vaccinés, mais ils en sont morts. Mais Bon, est-ce qu'on fait... On ne pourra pas scientifiquement Non, le gouvernement prouver en ici est conscient. maintenant. On ne pourra pas. Non, donc on va pas vous êtes rentrer journaliste, vous êtes dans dans ces votre détails rôle. ici Est-ce que pour vous le voyez? moment. Donc, Voilà. ça c'est prouvé, ça se constate. Et l'important, c'est que avant que quelqu'un volontairement aille se vacciner, il faudrait qu'il fasse le test. C'est ça. Et il faudrait qu'il fasse d'autres analyses pour voir si son groupe sanguin, son état de santé lui permet de se faire vacciner. Sinon, des gens l'ont fait et ils sont passés de vie à trépas. Vous ne pouvez pas démontrer ça, mais ça, c'est une réalité. Vous ne pouvez pas démontrer ça non plus. Voilà, donc non, c'est ça, pas c'est une prouvé, réalité. On n'a pas besoin de démontrer l'évidence. Donc, les enseignants Adina, respectent les gestes barrières et s'en tiennent à cela. Ceux qui veulent se faire vacciner vont se faire vacciner. Mais on ne saurait imposer la vaccination à une catégorie de travailleurs. Alors, mais aujourd'hui, est-ce que les apprenants prennent conscience réellement donc, de ce qu'est la pandémie? Parce que très souvent, vous rencontrez les élèves, les écoliers sans masque parfois dans les rues. Et même dans les établissements, dans l'ancienne qui ne portent pas les masques, qui ne respectent pas la distanciation sociale. Mais si vous, enseignants, vous montrez l'exemple et que parfois on constate de ces déviances au niveau des élèves, est-ce qu'ils ont pris conscience aujourd'hui? Bon, c'est pour cela que la sensibilisation doit être permanente. Nous ne devons pas relâcher et se voir. Parce que les apprenants, ceux qui ont quitté le CM2 pour être en 6e, il faut les voir dans la cour, s'agglutiner, tout ça là. Il faut les voir pendant la récréation et tout ça. Et se voir. Donc, nous insistons, nous continuons, nous n'allons pas relâcher. Je crois que ce qui va permettre de repousser un peu la pandémie, c'est le respect strict des gestes barrières. Merci à vous. On aurait bien sûr vouloir donc continuer à vous écouter par rapport à d'autres dossiers, mais on aura le temps donc de revenir là-dessus. Pourquoi pas le projet pour la répression des infractions à raison du genre. Voilà, donc on aura le temps de revenir là-dessus, de prendre votre avis aussi. Merci à vous, Alessandra Djinan. Vous êtes enseignant du secondaire, syndicaliste. Vous êtes le président de la Commission nationale des jeunes de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin. COSI Bénin, pour vous, pas d'enseignement de qualité sans enseignants de qualité ou sans une bonne politique, une bonne gouvernance, bien sûr, du secteur de l'éducation. Donc, vous avez donc exhorté, rappelé le gouvernement. Éviter également la politisation. Merci à vous. Donc, vous avez donc, vous appréciez en tout cas les efforts faits par le gouvernement, mais vous demandez à ce que les actes, que les discours, entre les discours et les actes, qui est réellement du concret. C'est bien entendu ça. Donc, que le gouvernement réfléchisse davantage et qu'il mette les moyens à disposition pour la formation, pour régler les problèmes professionnels, la carrière des anciens, mais également le grand dossier concernant les aspirants. Vous l'avez démontré. Pour vous, c'est une forme c'est un travail déshumanisant. Voilà. Alors, merci. Je crois que les autorités sont à l'écoute.